avant de vous parler de l'automatisation contemporaine, je voudrais vous parler de la naissance des automates. Un automate, c'est un mécanisme. Aujourd'hui, vous entrez dans une pharmacie, les portes s'ouvrent toutes seules, comme dans les mille et une nuits. Ça s'ouvre tout seul. C'est de la magie. C'est comme Google qui répond à votre question, les portes qui s'ouvrent toutes seules. Au départ, l'automate technique, c'est ce qui utilise un dispositif stable. Par exemple, l'élasticité d'un morceau de bois, qui fait que vous attachez une corde à ce morceau de bois qui est produit d'une certaine manière, vous bandez et vous obtiendrez toujours le même résultat. Vous arriverez à expédier cette flèche-là, qui est là, à 300 km/h, et si vous êtes un peu entraîné. Pourquoi ? Parce que vous avez là un automatisme physique, si vous voulez, dans ce morceau-là, c'est un effet ressort qui va provoquer un processus qui va augmenter votre puissance. Ces mécanismes, il y en a eu toutes sortes. Alors ça, c'est un mécanisme extrêmement rudimentaire. Il y en a qui se sont développés beaucoup plus à partir de l'Égypte, puis de la Grèce. Il y a eu des mécanismes extrêmement développés. Les premiers automates, au sens moderne du terme, vous savez bien, c'était des jeux d'eau, des choses comme ça, qu'on a retrouvés ensuite à Versailles. C'était des choses de prestige des pharaons ou des cités grecques. Mais c'est un automatisme entendu dans ce sens-là, c'est ce qui déclenche et accomplit une séquence événementielle d'une façon autonome et régulière. Et c'est ça qu'on appelle un automatisme. Alors, nous, ce n'est pas ça que nous appelons l'automatisme. Nous, ce que nous appelons l'automatisme, c'est quelque chose qui est produit par des machines plutôt industrielles et qui tendent vers ce qu'on appelle l'automate. L'automate au sens, par exemple, d'une poupée qui joue quelque chose, etc. C'est ça qu'on appelle un automate. C'est ça, ce qu'on appelle l'automate, c'est ce qui donne l'illusion de la vie, d'une certaine autonomie. L'arc n'est pas autonome, on le voit bien que l'arc n'est pas autonome. Il faut un archer pour que l'arc fonctionne. Par contre, un automate peut donner une certaine illusion de la vie. C'est d'ailleurs pour ça qu'il est condamné par l'Église. L'Église condamne toujours les formes illusoires de la vie, dont elle prétend d'ailleurs que les formes actuelles, liées par exemple à la procréation médicalement assistée, sont des formes illusoires. Ce qu'on appelle l'automatisation au sens actuel, c'est quelque chose qui relève d'un processus beaucoup plus récent que l'arc. L'arc, c'est très ancien. C'est un processus qui commence, selon moi, l'automatisation, avec le paléolithique supérieur, à travers un processus que j'appelle le processus de grammatisation. Cette fresque-là, qu'on appelle la fresque des Lyonnes, elle se trouve dans une grotte en Ardèche, la grotte de la Vache. Et Marc Azéma, un archéologue, a montré que déjà à cette époque-là, les hommes préhistoriques, il en montre au moins 200 exemples différents dans le monde, déjà à cette époque-là, les hommes préhistoriques décomposent le mouvement et produisent un processus que Sylvain Enroux va appeler un processus de grammatisation, c'est-à-dire de reproduction du mouvement. Vous êtes bien d'accord avec moi pour dire qu'un automate, c'est quelque chose qui reproduit un mouvement, l'automate au sens moderne. Eh bien ça, en réalité, ça relève d'un processus de grammatisation qui est aussi le processus qui va conduire à l'écriture alphabétique, d'abord les écritures idéogrammatiques, cunéiformes, puis alphabétiques, puis à l'imprimerie, qui est aussi une machinisation automatique, et puis finalement au cinéma, dont Marc Azéma dit, là, c'est ça l'origine du cinéma, c'est là que les premiers concepts du cinéma apparaissent, c'est l'analyse du mouvement et sa restitution. C'est intéressant de regarder son bouquin, c'est très très convaincant. Mais ça se poursuit évidemment à travers toutes sortes d'autres processus. Et la grammatisation passe par l'écriture. Alors je voudrais m'appesantir un tout petit peu sur l'écriture, parce que qu'est-ce que c'est que l'écriture ? L'écriture donc, est un sujet en plein débat en ce moment. Il y a des gens qui disent c'est plus la peine d'apprendre à écrire de manière cursive, comme plus la peine. Il y a plus que des gens, il y a
je crois, 48 États américains qui ont décidé de suspendre, d'abolir l'apprentissage de l'écriture manuelle, c'est-à-dire cursive. Il y a 1 ou 2 États qui ont. J'ai entendu parler en France de cette idée aussi. Je me suis élevé contre et je n'arrête pas de m'élever contre. Pourquoi est-ce que je m'élève contre? Qu'est-ce qu'elle fait, cette petite fille-là, qui est en train d'apprendre à écrire? Ça fait penser à un petit garçon qui s'appelle Augustin. Cette petite fille est en train de transformer son cerveau. Nous savons cela aujourd'hui. Les neurosciences le montrent très bien. Quand un enfant apprend à lire et à écrire, en fait, il crée des connexions synaptiques qui consistent d'ailleurs foncièrement à supprimer des possibilités de connexion. C'est comme ça qu'on crée des connexions synaptiques dans le cerveau, en éliminant d'autres. Et en créant ces connexions synaptiques, elle crée des automatismes psychosociaux, psychotechnosociaux, il faudrait dire, même, qui viennent s'implanter et remplacer d'autres automatismes qui étaient présents dans le cerveau. Ce que je vous dis là, ce n'est pas de mon cru, vous en doutez, c'est une présentation très résumée de travaux de Marianne Wolf qu'on avait accueilli il y a 2 ans à l'IRI. C'est une neuropsychologue spécialiste de la dyslexie qui étudie donc ce qui se passe dans le cerveau d'un enfant qui apprend à lire et à écrire, notamment. Et elle montre que apprendre à lire et à écrire, c'est acquérir des automatismes. Ce que je veux dire en vous disant cela, c'est que la grande conquête de l'humanité qu'est l'écriture, c'est une des grandes conquêtes avec la roue et le feu, hein, indubitablement, et le cheval, comme certains disent, bon, eh bien c'est l'écriture. Et l'écriture, eh bien c'est une automatisation du comportement. Ça, pour pouvoir lire et écrire, vous devez automatiser complètement le fonctionnement de votre cerveau. Je vous dis cela pour vous mettre un petit peu à l'aise avec l'automatisation. L'automatisation, ça peut avoir du bon. Mais à quoi ça sert d'automatiser le comportement de son cerveau pour être capable de lire à toute vitesse, comme ça, sans déchiffrer, hein, et d'écrire très spontanément, d'être très à l'aise pour devenir ce qu'on appelle quelqu'un, non seulement d'alphabétisé, mais de lettré. C'est ça qu'on appelle un lettré. Quelqu'un qui est absolument à l'aise dans le monde des lettres, c'est son élément. C'est devenu son élément. Eh bien, cette automatisation du cerveau, c'est ce qui va rendre possible la désautomatisation du cerveau. C'est-à-dire qu'il y a des moments où il faut apprendre à automatiser son comportement pour pouvoir désautomatiser ce comportement, pour pouvoir sortir des automatismes. Par exemple, de ces automatismes biologiques, pulsionnels, psychiques, qui, via les liaisons qui sont produites par les automatismes technosociaux, à travers l'écriture, vont permettre finalement de produire ce qu'on va appeler une forme de civilisation. Une petite fille ou un petit garçon qui apprend à écrire réécrit son cerveau. Et le cerveau est quelque chose qui est en train d'être en permanence, d'ailleurs reconfiguré. En ce moment-là, pendant que je vous parle, si ça a un petit peu d'effet, ce que je dis, ça s'écrit dans votre cerveau. J'écris là, par la parole, j'écris dans vos cerveaux. Peut-être que j'écris mal. Peut-être que j'écris d'une manière qui n'est pas compatible avec ce qui est déjà dans votre cerveau. Et que donc ça va faire des résistances, des obstructions. Mais si vous entendez un peu ce que je dis, je suis en train d'écrire dans votre cerveau. Et j'écris dans votre cerveau parce que vous avez des cerveaux lettrés. Si vous n'aviez pas des cerveaux lettrés, je n'arriverais pas à écrire dans vos cerveaux. Non pas parce que vous seriez des imbéciles, il y a des gens qui ne sont pas lettrés, ils ne sont pas du tout des imbéciles. Il y en a même qui sont... Regardez Dersoul Zala, il est illettré. Je parle du chasseur sibérien chinois que montre Kurosawa. Il est merveilleux. J'adorerais rencontrer des gens comme ça, moi, dans la vie. Ça me manque. Il n'est pas lettré. Je ne suis pas en train de dire que les lettrés sont supérieurs à ceux qui ne le sont pas. Ce que je suis en train de dire, c'est que je m'adresse à vous qui êtes lettrés, et si vous ne l'étiez pas, je ne pourrais pas dire ce que je suis en train de vous dire, vous ne comprendriez pas ce que je dis. Tout simplement. Parce que je m'adresse à des cerveaux qui sont capables d'entendre ce qu'un cerveau lettré comme moi dit à d'autres cerveaux lettrés comme vous. Imaginez un pianiste virtuose. Qu'est-ce que c'est? C'est quelqu'un qui
a automatisé totalement le fonctionnement de son corps, qui a soumis son corps en fait aux automatismes qu'est un piano, par exemple, parce qu'un piano c'est une machine d'automatisme, et à partir de là, il peut désautomatiser, c'est-à-dire inventer. La condition de l'invention, c'est l'automatisation. Autrement dit, la condition de l'autonomie, c'est ce qu'on appelle en philosophie l'hétéronomie. Jusqu'à maintenant, on a opposé autonomie et hétéronomie. Pour quelqu'un comme Platon, par exemple, pour devenir autonome, il faut se purifier de toute hétéronomie. C'est une grave erreur. J'essaye de vous dire que pour affronter le XXIe siècle et la question de la fin de l'emploi et du début du travail, il va falloir apprendre à penser autrement. Vous, pas François Hollande, Marine Le Pen, vous et moi.